peu de criminels dans l'histoire ont atteint la renommée d'Al Capone, le légendaire truand également connu sous le nom de Scarface. Dans l'esprit de la plupart des gens, il incarnait la définition parfaite du gangster. Le costume à rayures, le cigare entre les dents, le pistolet mitrailleur Thompson dans les mains. Il devint le patron intouchable du crime organisé, régnant sur Chicago par la peur et une étrange forme de charisme captivant. Mais cette image n'est que l'affiche de l'histoire d'Al Capone, celle que Hollywood nous a vendue. La vérité est bien plus complexe, plus sale et, honnêtement, bien plus intéressante. Ce n'est pas seulement le récit d'un criminel ordinaire. C'est l'histoire d'un gamin pauvre de Brooklyn, fils d'immigrés, devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. C'est l'histoire de la manière dont il bâtit un empire de plusieurs millions de dollars en vendant ce que tout le monde voulait, mais que les ultra-conservateurs et le gouvernement avaient interdit. Et c'est l'histoire d'un empire bâti dans le sang et les balles, détruit d'un simple coup de plume et grâce à un comptable méticuleux. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la vie d'Alphonse Gabriel Capone pour dévoiler l'homme derrière le mythe, ses origines, son ascension brutale, son règne sanglant et sa chute. Préparez-vous à découvrir la véritable histoire du plus grand gangster de l'histoire américaine. D'abord, brisons un mythe. Al Capone n'était pas un mafieux sicilien arrivé par bateau. Il naquit à Brooklyn, dans l'État de New York, en 1899. Ses parents étaient de honnêtes immigrants italiens, travailleurs, qui rêvaient d'une vie meilleure en Amérique. Mais le jeune Al ne voyait aucun avenir dans le respect des règles. Son quartier était un creuset de pauvreté et de gangs. La rue était sa véritable école. Il était intelligent mais colérique. À 14 ans, il donna un coup de poing au visage d'un professeur et ne remit jamais les pieds à l'école. Son diplôme, il l'obtiendrait dans la rue, là où le courage et la force comptaient plus que le savoir académique. C'est là qu'il rejoignit des bandes de jeunes, comme le célèbre Five Points Gang, apprenant les bases du crime, le racket, comment se défendre dans une confrontation et surtout, comment inspirer la peur et le respect. Son premier vrai travail fut videur et barman dans un bar de Coney Island appartenant au gangster Frankie Yale. Et c'est là qu'il reçut le surnom qui le hanterait à jamais. Un jour, alors qu'Al n'avait que 18 ans, il commit l'énorme erreur de faire des remarques déplacées sur le corps de la sœur du gangster, Frank Galluccio. Furieux, Galluccio lui taillada le visage avec un rasoir aiguisé, laissant de profondes entailles. Capone fut hospitalisé et il fallut plus de 40 points de suture pour refermer les plaies. Incroyablement, le redoutable Capone ne chercha jamais à se venger de Galluccio, qui devint même plus tard l'un de ses gardes du corps. Mais les grandes cicatrices sur le visage de Capone lui valurent le surnom de Scarface. Il le détestait. Il inventa des histoires affirmant qu'il avait obtenu ces cicatrices à la guerre, car la vérité était trop humiliante. Il avait été battu pour n'avoir pas su tenir sa langue, une leçon qu'il n'oublia jamais. Pendant sa jeunesse, la figure la plus importante de sa vie fut son mentor, un gangster d'un genre différent, plus cerveau que muscle, Johnny Torrio. Torrio voyait en Capone un véritable potentiel. Il n'était pas seulement une brute, il était loyal, ambitieux et apprenait vite. Quand Torrio décida de s'étendre vers l'ouest, dans une ville qui n'attendait qu'à être exploitée comme une mine d'or, il lança une invitation qui allait changer à jamais l'histoire du crime organisé. Il appela Al Capone à Chicago. Imaginez Chicago dans les années 1920. La prohibition venait de commencer. Le gouvernement avait interdit l'alcool, mais au lieu d'éliminer la consommation, il l'avait simplement rendu illégal. Et lorsque quelque chose que tout le monde veut devient illégal, celui qui le fournit devient roi. Chicago ressemblait au Far West, mais au lieu de tireurs texans coiffés de chapeaux de cow-boy, on y trouvait des gangsters en costume-cravate avec un accent italien. Et Johnny Torrio, avec Capone comme bras droit, était venu réclamer le trône. Torrio était le stratège. Il organisa le Chicago Outfit, un syndicat du crime dirigé comme une véritable entreprise. Il ne vendait pas seulement de l'alcool,
Il contrôlait aussi les bordels, les maisons de jeu et toute activité rapportant de l'argent. Capone était le directeur des opérations. Il s'assurait que la bière soit livrée, que les rivaux restent tranquilles et que la police détourne le regard. Il ne combattait pas le système, il l'achetait. Maires, chefs de police, juges, tout le monde était sur la liste de paix de Torrio. En 1924, ils prirent pratiquement le contrôle de la ville voisine de Cicero, en intimidant les électeurs avec des hommes armés pour élire leur propre maire. C'était le crime en plein jour, mais le trône avait un prix. Les gangs rivaux, surtout le Northside Gang, ne comptaient pas les laisser tranquilles. La violence explosa dans ce que l'on appela les guerres de la bière. En 1925, Johnny Torrio fut victime d'une embuscade et faillit être tué. Blessé par balle et ébranlé, il estima qu'il en avait assez. Il prit sa retraite, retourna en Italie et remit l'intégralité de l'Empire à son protégé de 26 ans. Al Capone était désormais le patron, le roi incontesté de Chicago. Sous la direction de Capone, la donne changea. Il était plus audacieux, plus visible et bien plus violent que Torrio. Son empire rapportait l'équivalent de plus d'1,5 milliard de dollars par an en valeur actuelle. Il vivait dans des hôtels de luxe, avait une armée de gardes du corps et son nom figurait dans tous les journaux. La machine à argent de Capone était une opération complexe et diversifiée, bien au-delà du simple trafic d'alcool. Ses distilleries et brasseries tournaient sans relâche, alimentant un vaste réseau de bars clandestins, allant de caves sordides à de somptueux clubs de jazz. Au-delà de l'alcool, Capone contrôlait les syndicats de blanchisserie, forçant les commerçants à payer pour une protection, et dominait le jeu illégal avec des milliers de machines à sous et de points de pari à travers la ville. Tout cela reposait sur une corruption systémique. Il avait des centaines de policiers, politiciens et juges sur sa liste de paix, ce qui lui assurait une impunité quasi totale. Malgré sa brutalité, Capone cultivait soigneusement l'image d'un Robin des Bois moderne. Pour le public, surtout les pauvres et les communautés immigrées de Chicago, il était un bienfaiteur. Pendant la Grande Dépression, il ouvrit l'une des premières soupes populaires, servant 3 repas par jour à des milliers de chômeurs pour que personne ne souffre de la faim sous son regard. Il distribuait des dindes à Thanksgiving et faisait des dons aux églises et aux orphelinats. Ces actes de charité, largement relayés par la presse, lui bâtirent une base de soutien populaire et le peignirent comme un homme du peuple, un héros aidant les démunis là où le gouvernement échouait. Cette réputation lui permettait de vivre une vie de faste et d'excès au grand jour. Capone adorait l'attention des médias, toujours impeccablement vêtu de costumes en soie coûteux, de chapeaux feutres et de bagues serties de diamants. Il assistait à des opéras, des matchs de baseball et aux meilleures boîtes de nuit, souvent entouré de journalistes notant chacune de ses paroles. Il se présentait non pas comme un gangster, mais comme un homme d'affaires répondant simplement à la demande du public. Cette présence médiatique constante fit de lui une célébrité nationale, symbole des années folles et de la défiance envers la prohibition, fascinant et terrifiant l'Amérique à parts égales. Mais pour conserver ce pouvoir, le sang devait couler. Sa rivalité avec le Northside Gang, désormais dirigé par George Bugs Moran, atteignit un point critique. Moran était une épine dans le pied de Capone, volant des cargaisons et contestant son contrôle. Capone décida qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Ce qui se produisit ce jour-là choqua l'Amérique et scella la légende d'Al Capone comme monstre. Le plan était d'une brutalité ingénieuse. Les hommes de main de Capone, déguisés en policiers, pénétrèrent dans un garage servant de quartier général à Moran. À l'intérieur, 7 membres du gang rival. Ils ne résistèrent pas. Après tout, c'était un flic. Que pouvaient-ils leur faire ? Pris par surprise, ils furent alignés contre un mur et exécutés de sang-froid. Plus de 70 balles. C'était une exécution de masse. La cible principale, Bugs Moran, échappa par hasard au massacre. Il était en retard à la réunion et, voyant la voiture de police devant le bâtiment, fit demi-tour. Pendant ce temps,
Capone avait l'alibi parfait. Il se trouvait en Floride, dans son manoir, veillant à ce que tout le monde sache qu'il était loin de la tuerie. L'événement devint célèbre sous le nom du massacre de la Saint-Valentin. Ce fut un tournant pour Chicago. La violence des gangs n'était plus tapie dans l'ombre, elle faisait la une des journaux. Le public, qui voyait autrefois Capone comme un rebelle charmant rendant un service, découvrit désormais le monstre derrière le masque. Le gouvernement fédéral, humilié, décida qu'assez, c'était assez. La chasse à Al Capone était officiellement ouverte. Le gouvernement lança une offensive sur 2 fronts. Le premier fut le plus célèbre, dirigé par l'agent du Trésor Elliot Ness et son équipe, surnommés les Incorruptibles, parce qu'ils étaient censés être impossibles à acheter, une unité spéciale dédiée à faire tomber Capone. Ness et ses hommes furent une épine dans le pied de Capone, démolissant ses distilleries, interceptant ses cargaisons et faisant beaucoup de bruit dans la presse. Ils tentaient de frapper Capone au portefeuille, mais c'était comme essayer de vider l'océan avec un seau, l'Empire était trop vaste. Ils ne pouvaient même pas le condamner pour ses crimes violents. Personne n'acceptait de témoigner contre lui. La peur était la meilleure assurance que l'argent puisse acheter. Mais il y avait un second front, moins glamour mais bien plus efficace, l'Internal Revenue Service, le fisc américain. Pendant que Ness brisait des tonneaux à coups de hache, une équipe discrète de comptables, dirigée par l'agent Frank G. Wilson, menait une autre guerre, une guerre de chiffres. Leur logique était simple. Capone vivait comme un roi, dépensant des millions. D'où venait cet argent? Il n'avait jamais déclaré un seul centime dans ses déclarations de revenus. Le défi était de prouver que cet argent lui appartenait. Wilson et son équipe passèrent des années à fouiller les registres, à suivre l'argent, cherchant la moindre erreur. Et ils en trouvèrent une, un livre de comptes appartenant à l'une des affaires de Capone, mentionnant des paiements faits à Al. C'était la preuve qu'il percevait un important revenu et échappait à l'impôt. C'était la pointe de l'iceberg qui allait couler le Titanic de Capone. En 1931, Al Capone comparut devant un tribunal, non pas pour meurtre, ni pour trafic d'alcool, mais pour fraude fiscale. Il était tellement sûr de lui qu'il riait même au tribunal. Il tenta de soudoyer le jury, mais le juge le remplaça à la dernière minute. Le verdict, coupable. Capone fut condamné à 11 ans de prison fédérale. Le gangster le plus puissant d'Amérique, qui avait bâti un empire par la violence, fut abattu pour ne pas avoir payé ses impôts. L'ironie était cinglante. Si Capone pensait que la prison serait facile, il se trompait. Il fut envoyé à Alcatraz, la prison la plus sûre et la plus dure du pays. À Alcatraz, il devint le détenu numéro 85. Tout son argent, son influence et son pouvoir ne valaient ni plus rien. Les autres prisonniers le méprisaient. Il fut même poignardé sous la douche. Son statut de roi du crime avait disparu. Mais le plus grand ennemi de Capone n'était pas un autre détenu, c'était une maladie qu'il portait depuis des années, la syphilis. En prison, sans traitement adéquat, elle attaqua son cerveau, provoquant une neurosyphilis. L'homme qui avait terrorisé Chicago commença à se perdre dans son propre esprit. Son comportement devint erratique et enfantin. Les rapports médicaux indiquaient qu'il avait la capacité mentale d'un enfant de 12 ans. Il fut libéré en 1939, n'étant plus considéré comme une menace pour la société, l'ombre pâle de lui-même. Il passa ses dernières années retiré dans son manoir en Floride, soigné par sa femme May. Il allait à la pêche, parlait aux arbres et, selon certains récits, tenait de longues conversations avec des hommes morts depuis des années. Le grand Al Capone, Scarface, n'était plus qu'un homme brisé, hanté par ses propres démons. Le 25 janvier 1947, à l'âge de 48 ans, Al Capone mourut, non pas dans un échange de coups de feu, mais d'une crise cardiaque consécutive à un accident vasculaire cérébral. Le roi de Chicago mourut dans son lit, une fin discrète et pitoyable pour une vie faite de turbulences, de fureur et de faste. Alors pourquoi, des décennies plus tard, sommes-nous toujours fascinés par Al Capone? Parce que son histoire est bien plus que celle de crimes brutaux. C'est une sombre déformation du rêve américain.
il partit de rien et bâtit un empire, défiant la loi et le gouvernement lui-même. Il devint l'archétype du gangster moderne, une figure que la culture populaire recycle sans fin. Il fut un monstre, un tueur de sang-froid responsable de centaines de morts. Mais il fut aussi un génie du marketing, un homme qui comprit l'importance de l'image publique et se vendit comme un bienfaiteur tout en empoisonnant la ville par la violence. L'histoire d'Al Capone révèle une vérité dérangeante. La frontière entre héros et criminels, entre ordre et chaos, est plus mince que nous voulons l'admettre. Il fut le produit de son époque, le symptôme d'une société pleine de contradictions. Et son héritage demeure comme un avertissement éternel. Aucun empire, aussi puissant ou solide soit-il, n'est à l'abri de la chute. Au final, d'une manière ou d'une autre, le système gagne toujours. Si Al Capone fut la rockstar de la mafia, le visage affiché à la une de tous les journaux, il y eut un autre mafieux, génie silencieux opérant dans l'ombre. C'était Lucky Luciano, le maestro qui composa la symphonie du crime organisé moderne. Oubliez l'image du gangster à la voix rauque et au tempérament colérique qui règle tout à coup de balle. L'histoire de Charles Lucky Luciano est celle d'un visionnaire, d'un révolutionnaire qui, face au chaos sanglant des gangs de rue, vit le potentiel d'une corporation à l'échelle nationale. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un criminel sicilien ayant fait fortune, c'est celle d'un jeune immigrant à l'esprit plus tranchant qu'une lame, qui démolit l'ancienne mafia pour bâtir à sa place un empire interconnecté, un réseau de pouvoir s'étendant d'un bout à l'autre des États-Unis. Il transforma l'extorsion en entreprise, la guerre des gangs en stratégie corporative et les parrains rivaux en membres d'un conseil d'administration. Et, finalement, c'est l'histoire de la manière dont le gouvernement américain, après avoir condamné son ennemi le plus ingénieux, fut contraint de conclure un marché avec lui pour gagner une guerre mondiale. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Salvatore Lucania, l'homme devenu Lucky Luciano et inventeur du crime organisé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Né Salvatore Lucania en 1897 au cœur de la Sicile, son histoire américaine commença comme tant d'autres, par un voyage en bateau vers une terre de promesses. Mais le New York du début du XXe siècle, surtout le Lower East Side, était un creuset de pauvreté, mais aussi d'opportunités, où la frontière entre travail honnête et crime était presque invisible. Pour le jeune Salvatore, les règles du Nouveau Monde semblèrent conçues pour maintenir des gens comme lui au bas de l'échelle. L'école ne lui enseignait rien que la rue ne lui apprenne déjà bien plus efficacement. C'est dans cet environnement qu'il scella l'alliance la plus importante de sa vie. Non pas avec d'autres Italiens, mais avec deux jeunes Juifs aussi ambitieux et marginalisés que lui, Meyer Lansky et Bugsy Siegel. Ensemble, ils formèrent un gang multiethnique, une anomalie à une époque où les criminels restaient entre eux. Ce fut le premier signe du pragmatisme de Luciano. La loyauté et le profit comptaient plus que le sang. Son surnom Lucky venait d'un événement qui aurait dû mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence. En 1929, il fut enlevé par un gang rival, battu, poignardé et laissé pour mort sur une plage. Contre toute attente, il survécut. Lorsque la police le retrouva, il refusa de nommer ses agresseurs, respectant le code de silence de la mafia, l'omerta. L'incident lui laissa une cicatrice permanente près de l'œil et un surnom qui le définirait. Il n'était pas seulement dur, il était chanceux. Et dans le monde du crime, la chance est une monnaie précieuse. Tandis qu'Al Capone bâtissait son fief personnel à Chicago, Luciano faisait face à un problème plus grand à New York. Le pouvoir était partagé entre deux vieux parrains connus sous le nom de Mustache Pete. D'un côté, Joe the Boss Masseria. De l'autre, Salvatore Maranzano. C'étaient des dinosaures de la mafia, attachés aux traditions siciliennes, méfiants envers les non-siciliens, menant une guerre sanglante et interminable pour le contrôle de la ville, la guerre de Castellammare. Luciano, officiellement soldat de Masseria, voyait la guerre comme une perte de temps, mauvaise pour les affaires, mauvaise pour la stabilité. Tandis que les vieux parrains se battaient pour l'honneur et la tradition, Luciano, Lansky et leur nouvelle génération de gangsters ne voulaient qu'une chose, un profit régulier et sans interruption. C'est alors qu'il réalisa le coup de maître le plus audacieux de l'histoire de la mafia. D'abord, il conclut un accord secret avec Maranzano pour trahir son propre patron. En 1931, Luciano invita Masseria à déjeuner dans un restaurant de Coney Island. Au cours d'une partie de cartes, il s'excusa pour aller aux toilettes. Quelques secondes plus tard, des hommes armés firent irruption et criblèrent Joe Masseria de balles. La guerre était terminée, du moins en apparence. Mais l'ancien Maranzano se proclama capo di tutti i capi, parrain des parrains, et réorganisa la mafia, récompensant Luciano par un poste de pouvoir.
Cependant, Luciano n'avait pas renversé un roi pour en couronner un autre. Maranzano n'était qu'un autre moustache Pete, un tyran à la vision limitée. 6 mois plus tard, Luciano frappa encore. Il envoya un commando d'assassins juifs déguisés en agents fédéraux au bureau de Maranzano. Le dernier des dinosaures fut poignardé et abattu. En une seule année, Luciano avait éliminé les 2 parrains les plus puissants de New York et mis fin à l'ère des Mustache Petes. La voie était libre pour sa véritable innovation. Une fois le pouvoir consolidé, Luciano fit quelque chose de révolutionnaire. Il abolit le titre de parrain des parrains. Il savait que le pouvoir absolu corrompt et, surtout, engendre des guerres sans fin et place une cible sur la tête du leader. À la place, il créa la commission. Pensez à la commission comme au conseil d'administration de la mafia. Elle réunissait les parrains des familles les plus puissantes de New York et d'autres grandes villes, comme Chicago. Son but était simple mais brillant, réguler le crime organisé à l'échelle nationale. La commission réglait les conflits territoriaux, autorisait ou interdisait les exécutions et définissait des politiques pour maximiser les profits de tous. Elle transforma la mafia d'un ensemble de seigneuries féodales, en guerre, en un syndicat national du crime, avec Luciano comme président mais pas dictateur. Son pouvoir venait de son intelligence, de sa diplomatie et de son alliance indéfectible avec Meyer Lansky. Tandis que Capone était un roi régnant par la force brute et la visibilité publique, Luciano était un PDG opérant dans l'ombre, préférant l'influence à la notoriété. Il possédait des bordels, contrôlait des syndicats et amassait une fortune, mais son nom apparaissait rarement dans les journaux. C'était sa force. Mais l'invisibilité ne dure pas éternellement. Un procureur ambitieux et inflexible nommé Thomas E. Dewey vit en Luciano la cible idéale pour lancer sa carrière politique. Dewey ne pouvait pas le condamner pour meurtre ou contrebande. Les témoins avaient trop peur. Il adopta donc une autre tactique, s'attaquer à lui via son réseau de prostitution. En 1936, Dewey monta un dossier l'accusant d'être le cerveau d'un vaste réseau de prostitution forcée. L'affaire était fragile, reposant surtout sur le témoignage de prostituées et de petits criminels poussés à parler en échange de peines réduites. Pour beaucoup, l'accusation semblait absurde. Un homme brassant des millions se mêlerait-il directement de bordel ? Mais Dewey fut implacable. Il présenta Luciano comme le plus grand trafiquant de femmes du pays. Au final, le jury le condamna. Charles Lucky Luciano fut condamné à une peine de 30 à 50 ans de prison, la plus lourde jamais infligée pour un tel crime. L'architecte du crime moderne était tombé, non pour ses crimes stratégiques, mais pour une accusation jugée sale même dans le milieu. L'histoire de Luciano aurait pu s'achever là, dans une cellule. Mais le monde entra en guerre. Après l'attaque de Pearl Harbor, en 1941, la marine américaine était désespérée. On soupçonnait des sabotages sur les docks de New York, contrôlés par des syndicats liés à la mafia italienne. Dans l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire américaine, le gouvernement fit un pacte avec le diable. Il fallait sécuriser les ports, et le seul homme dont les ordres seraient suivis par dockers et syndicalistes était en prison. Lucky Luciano. Par intermédiaire, la marine conclut un accord. En échange de sa coopération, sa peine serait réexaminée. Depuis sa cellule, Luciano donna l'ordre. Les sabotages cessèrent. Plus tard, lors de la préparation de l'invasion alliée de la Sicile, le renseignement naval fit encore appel à lui. Il utilisa ses contacts dans la mafia sicilienne pour fournir cartes, informations et assurer que la population locale aide les troupes américaines. L'ampleur exacte de sa contribution à l'effort de guerre reste débattue, mais le résultat est clair. En 1946, le procureur Thomas E. Dewey, devenu gouverneur de New York, commua la peine de Luciano. Il tint parole. Mais à une condition, Luciano serait expulsé vers l'Italie et n'aurait plus jamais le droit de poser le pied sur le sol américain. Luciano fut libéré, mais devint un roi en exil. Il tenta de s'installer à Cuba, organisant la célèbre conférence de la Havane en 1946, grand sommet mafieux pour réaffirmer son pouvoir. Mais la pression du gouvernement américain força Cuba à l'expulser. Il fut renvoyé en Italie, où il passa le reste de sa vie à Naples, sous surveillance constante. Il était extrêmement riche, une légende vivante, mais loin du centre du pouvoir qu'il avait bâti. Des preuves solides suggèrent qu'il devint une figure clé du trafic international d'héroïne, utilisant ses anciens réseaux pour mettre en place une nouvelle filière vers les États-Unis, seul moyen de rester influent. Le 26 janvier 1962, Lucky Luciano se rendit à l'aéroport de Naples pour rencontrer un producteur américain intéressé par un film sur sa vie.
En attendant, il fut frappé d'une crise cardiaque massive et mourut là, sur le sol de l'aéroport, une fin anticlimatique pour l'homme qui avait réorganisé le monde souterrain. Tandis que l'héritage d'Al Capone est celui du gangster iconique, figure de la culture populaire, celui de Lucky Luciano est plus profond et bien plus important. Il ne laissa pas seulement une légende, mais une structure, un système. La commission qu'il créa dirigea le crime organisé américain pendant plus d'un demi-siècle. Il prouva que la coopération et la stratégie rapportaient plus que la guerre et le chaos. Luciano était un monstre, un criminel dont l'innovation permit au crime de prospérer plus efficacement que jamais. Mais son histoire est l'incarnation de l'intelligence stratégique appliquée au monde souterrain. Il n'était pas seulement un gangster, il était l'architecte qui traça les plans de la mafia moderne, un empire invisible dont il bâtit les fondations avec le sang, la trahison et une vision des affaires d'une perversité géniale. Si Al Capone fut le battleur de la mafia et Lucky Luciano le grand architecte du crime organisé américain, il y eut un troisième roi, un souverain qui régna plus longtemps et avec plus de pouvoir que tout autre, et son nom était Carlo Gambino. C'était un patron discret, le maestro des ombres. Oubliez le gangster de cinéma qui vit dans des villas et arrose la foule avec une mitrailleuse Thompson. L'histoire de Gambino est celle d'un fantôme. Un homme dont la force ne venait pas du vacarme de ses armes, mais du silence qu'il imposait. Ainsi devint-il le roi invisible de New York. Né en Sicile en 1902, dans une ville pétrie des traditions de la Cosa Nostra, Carlo Gambino n'apprit pas le crime dans les rues de New York. Il l'avait dans le sang. Sa famille appartenait déjà à la toile de pouvoir de la mafia sicilienne, et il fut élevé dans ce code de silence, d'honneur dévoyé et de violence calculée. Quand il arriva aux États-Unis illégalement en 1921 à bord d'un cargo, il n'était pas un immigrant pauvre de plus, à la poursuite du rêve américain. C'était un soldat formé, prêt pour la guerre, porteur d'une lettre d'introduction de mafieux italiens à ses cousins américains. Il s'intégra rapidement à la famille criminelle qui porterait un jour son nom, travaillant sous des parrains de l'ancienne garde. Son mentor, la figure qui l'influença le plus, était l'un des hommes les plus redoutés de l'histoire du crime organisé, Albert Anastasia. Anastasia était la personnification de la brutalité. Surnommé le bourreau en chef, il dirigeait la redoutée Murder, Inc., l'escadron officiel de la mort de la mafia, responsable de centaines d'assassinats. Anastasia avait le sang chaud et était impulsif, régnant par la peur et réglant les problèmes à coups de cadavres. Gambino, son underboss, était l'opposé. Calme, analytique et d'une patience incroyable, il observait chacun des gestes de son patron. Il apprit de l'efficacité d'Anastasia, mais vit aussi sa violence débridée non comme un signe de force, mais comme une faiblesse fatale. Chaque meurtre public, chaque accès de rage, était un bruit inutile qui attirait l'attention indésirable de la police et du gouvernement. Pendant des décennies, Gambino servit en subalterne loyal et discret, amassant pouvoir, respect et une immense fortune, tout en attendant, avec la patience d'un prédateur, le moment parfait pour porter le coup de grâce. Ce moment arriva au matin du 25 octobre 1957. Las du règne de plus en plus erratique et dangereux d'Anastasia, et avec la bénédiction d'autres parrains comme Vito Genovese et Meyer Lansky, Gambino orchestra l'un des coups de force les plus chirurgicaux et emblématiques de l'histoire de la mafia. Il n'y eut ni longue guerre de gang, ni des mois de fusillade de rue. Il y eut, au contraire, une seule déflagration de violence, brève et stupéfiante. Albert Anastasia se détendait dans un fauteuil de barbier à l'hôtel Park Sheraton, à Manhattan, le visage couvert de serviettes chaudes, totalement vulnérable. Deux hommes armés entrèrent, des mouchoirs sur le visage, et déchaînèrent une volée de balles, tuant instantanément le bourreau en chef. Ce fut un contrat audacieux, net, professionnel. Personne ne fut jamais condamné pour ce crime, mais tout le milieu savait qui en était l'instigateur. Carlo Gambino, le sous-chef silencieux, était devenu le patron. Le pouvoir enfin entre ses mains, Gambino entama une révolution silencieuse. Il hérita d'une armée de tueurs et de voyous, mais entreprit de la diriger comme le président d'une multinationale. Sa philosophie était simple et brillante. Profit maximal, risque minimal. L'une de ses premières décisions, et des plus importantes, fut d'interdire sans la moindre ambiguïté à ses hommes de se mêler au trafic de stupéfiants. Il n'avait pas d'objection morale, son calcul était purement pragmatique. Il savait que les longues peines de prison inévitables, ainsi que l'attention implacable des agences fédérales qui allaient de pair avec ce commerce, ne valaient pas les profits. Le risque dépassait la récompense. À la place, il orienta sa famille vers des crimes plus discrets et systémiques, ceux qui s'infiltrent dans la structure même de la ville.
Il étendit sa mainmise sur les syndicats, surtout sur les docks et dans le bâtiment, ce qui lui permit de siphonner des millions de dollars de projets publics et privés. Il dirigea un vaste réseau d'usure, devenant le banquier officieux du milieu. Et surtout, il fut pionnier dans l'infiltration d'entreprises légitimes, utilisant des sociétés écrans pour blanchir l'argent et générer des revenus propres. La famille Gambino devint une pieuvre dont les tentacules s'étendaient à travers l'économie new-yorkaise, des ordures ménagères à l'industrie de l'habillement, aspirant silencieusement et méthodiquement les profits. Le vrai génie de Gambino résidait dans sa capacité à régner par la ruse, non par la balle. Là où d'autres parrains voyaient une insulte appelant le sang, Gambino voyait une opportunité d'affaires ou une faiblesse à exploiter. C'était un maître manipulateur. Il réglait les différends entre familles, non en tyran, mais en diplomate, un médiateur respecté. Des parrains d'autres familles venaient de lui demander conseil, sans réaliser qu'ils étaient guidés par un esprit qui avait déjà calculé toutes les issues possibles, toujours à son propre avantage. Il affaiblissait ses rivaux subtilement, dressant les uns contre les autres, soutenant la faction perdante juste ce qu'il fallait pour maintenir l'équilibre des forces. Il avait rarement besoin de violence, tant son influence était absolue et sa parole faisait loi. Bien sûr, même le roi le plus silencieux devait parfois montrer sa force pour maintenir l'ordre. Un gangster frondeur nommé Joseph Crazy Joe Gallo défia ouvertement le pouvoir de Gambino, il deviendrait l'exception qui confirmait la règle. Après une série de provocations et une tentative de déclencher une guerre civile au sein de la famille Colombo, Gallo fut abattu dans un restaurant de Little Italy en 1972 alors qu'il fêtait son anniversaire. Ce fut un message clair, public, brutal à tout le sous-monde. Même la grande patience du roi avait une limite, et la franchir était fatale. À mesure qu'il consolidait son empire, le FBI et d'autres agences de maintien de l'ordre devinrent obsédés par lui. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que Carlo Gambino était le capo di tutti i capi officieux, le plus puissant parrain de la mafia de toute l'Amérique. Ils mirent en place une surveillance massive et continue. Ils truffèrent d'écoute sa maison, ses voitures et les lieux qu'il fréquentait. Ils le filaient, pas à pas, jour et nuit. Mais Gambino était un fantôme, un maître de la discrétion. Il vivait dans une modeste maison en briques à Brooklyn, dans un quartier de classe moyenne. Il conduisait une voiture simple et passait ses journées à s'occuper de son jardin. Ses conversations d'affaires les plus importantes se tenaient à voix basse, au cours de lentes promenades autour du pâté de maison, loin de tout micro. Pour le monde extérieur et pour ses voisins, il n'était que Monsieur Gambino, un vieil Italien inoffensif et retraité. Le FBI accumule des milliers d'heures d'écoutes et des montagnes de rapports, mais n'obtint jamais une seule preuve tangible permettant de le condamner pour un crime majeur. Il était, à la grande frustration des autorités, pratiquement intouchable. L'histoire de Carlo Gambino se terminerait de manière presque anticlimatique, un final qui, en soi, constitue sa victoire la plus grande et la plus définitive. Le 15 octobre 1976, alors même que le gouvernement fédéral commençait enfin à réussir à emprisonner d'autres parrains grâce à de nouvelles lois, Carlo Gambino mourut dans son propre lit d'une crise cardiaque. L'homme qui orchestra d'innombrables crimes, dirigea un empire de plusieurs milliards et déjoua toute sa vie le système judiciaire mourut de causes naturelles, entouré des siens. Il ne passe pas un seul jour dans une prison fédérale pour ses activités de parrain mafieux. C'était un exploit sans précédent pour un patron de son calibre et de sa longévité. Gambino prouva que la vraie force ne réside ni dans l'esbrouf de Capone, ni dans la violence d'Anastasia, mais dans l'invisibilité. Malgré sa discrétion, c'était un monstre, sans aucun doute, un parasite social dont l'organisation prospérait grâce à la corruption et à la peur. Mais c'était un monstre calculateur, patient et brillant dans sa propre sphère perverse. Son histoire prouve que l'homme le plus dangereux n'est généralement pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui, depuis l'ombre, déplace en silence chaque pièce sur l'échiquier, s'assurant que la partie s'achève toujours à son avantage, sans que personne ne se rende compte qu'il jouait tout court.